Bienvenue dans The Language of Success, présenté par votre formatrice dévouée, Diana Bohan. The Language of Success, c'est le podcast bilingue anglais pour les professionnels francophones, qu'ils soient salariés dans un environnement international ou entrepreneurs curieux et ambitieux. Ma mission dans ce podcast, accompagner, inspirer et éduquer toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager leur expertise et leurs valeurs en anglais aussi efficacement qu'ils le font en français. Avec une approche résolument humaniste et atypique, je partage avec vous mes meilleurs conseils afin que votre communication en anglais soit aussi simple que impactante. Bonjour mes chères auditrices et mes chers auditeurs. L'épisode du jour sera assez unique parce que c'est la première fois que j'accueille un invité que je vais interviewer exclusivement pour le format podcast. Cet invité est très très spécial pour moi parce que au-delà de m'avoir fait l'honneur et le plaisir d'accepter mon invitation, mon premier podcast interviewé en direct, c'est aussi pour moi un pionnier de l'apprentissage de l'anglais en ligne pour les francophones, qui a su transformer sa passion des langues en un véritable projet entrepreneurial qui remplit cette double mission d'une entreprise qui est celle d'apporter de la valeur et une solution à un problème persistant, sans fioriture, de façon très accessible et qui permet aussi d'être porteur d'un projet qui permet de vivre aussi. Donc, ça a sa double importance quand on est entrepreneur, c'est donner, apporter de la valeur, mais également pouvoir vivre de son activité. Donc aujourd'hui, j'accueille Fabien Snowert. Fabien, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Et j'ai tellement hâte d'avoir notre conversation et qu'elle arrive aux oreilles de l'ensemble des auditeurs parce que je suis certaine qu'il y aura des pépites à retenir. Alors, Fabien, Merci Tayana. je t'en prie, merci à toi. Peux-tu te présenter et nous parler de ce que tu fais et ce sur quoi tu travailles? Merci Tayana, merci pour l'invitation, je suis content d'être ici. Donc, je m'appelle Fabien Snowart et je suis dans le domaine des langues depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai appris l'anglais, on zoomera peut-être sur la question plus tard, en France. J'ai fini par écrire un livre qui s'appelle toujours Comment devenir bilingue en anglais. Par la suite, j'ai appris d'autres langues, je me suis mis à voyager et actuellement, je travaille sur une intelligence artificielle qui permet d'apprendre les langues en discutant de vive voix avec une IA donc. D'accord. Et je vais reprendre un petit peu la chronologie que j'avais retrouvée sur ton site web, justement, pour que les auditeurs, les auditrices puissent te situer. Donc, sur le site qui s'appelle clicklish.com, on en reparlera. Mais donc, le début du projet, je reprends textuellement ce qui était sur ton site web, c'était projet sous forme d'une newsletter, 2006. Donc, longtemps avant quand même qu'on parle de tout ce qui est emailing, de tout ce qui est formation en ligne. Ce n'était pas encore, on va dire, à la mode à l'époque. Lancement du site du livre Comment devenir bilingue en anglais, 2007. Donc, tu apprends le hongrois et tu lances ton livre Le don des langues. Ah, ça, c'était un livre très intéressant. Au-delà de l'anglais, c'est cet amour des langues et voir comment on peut apprendre des langues et devenir polyglotte. Lancement du livre audio Réussir à l'oral en anglais en 2012. Ensuite, tu commences à travailler sur un site internet qui va être lancé après 18 mois de travail qui s'appelle Click and Speak, qui offre une ressource et un apprentissage de l'anglais. Et je le précise pour les personnes qui sont réellement motivées à s'y mettre. J'ai beaucoup aimé la petite présentation en fait de pour qui c'est, pour qui ce n'est pas. Et ça, je trouve que c'est important. On y reviendra aussi par rapport à la motivation et ne pas s'attendre à des recettes miracles pour apprendre une langue. Tu as lancé un blog 2016. Le blog passe le cap des 100 000 visiteurs par mois. Tu as lancé Earglish 2021. Tu as également créé, j'adore parce qu'il y a tellement de choses que tu as fait réaliser, Frequency List
un site qui s'appelle Frequency List qui permet de connaître les 5000 mots les plus utilisés dans la langue anglaise. Et puis, tu as une approche aussi, encore une fois, pour rendre cela accessible, l'apprentissage à travers pareil, la phonétique, etc. Euh, Est-ce que tu peux, donc tu as expliqué un peu aux auditeurs comment tu as appris l'anglais. Est-ce que c'était une envie ou une nécessité en fait pour toi d'apprendre l'anglais? Euh, j'ai commencé à apprendre l'anglais comme tous les gens de ma génération à l'école, en sixième, ça commençait à l'époque. Et j'avoue que j'étais que, je me dis l'anglais, ça va servir. Pour moi, il y a deux choses qui allaient servir, c'était l'anglais et l'informatique. Du coup, j'étais intéressé par les deux. Mais mon prof d'anglais remarquait avec justesse que je faisais juste le strict minimum. Et puis, donc, c'était vraiment un goût pour l'anglais, mais qui a vraiment explosé quand je me suis mis à utiliser Internet, hein, parce que c'était aussi l'apparition d'Internet. Et sur Internet, ben, on pouvait faire plein de choses, mais c'était en anglais. En français, il y avait rien, en fait. C'était les modems 56K qui faisaient bip, 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 bip. Et je dépensais tout mon argent de poche là-dessus pour payer les factures de France Télécom. Euh, et donc, je me suis retrouvé à utiliser l'anglais tous les jours, plusieurs heures par jour, en entraînant sur Internet, mais je l'écrivais uniquement. Et là où je me suis vraiment pris presque un coup dans la tête, c'est quand j'ai essayé de parler l'anglais des années plus tard et que personne me comprenait. À l'écrit, les gens pensaient que c'était ma langue natale. À l'oral, c'est pas juste que j'avais un accent français, c'était que j'étais incompréhensible. Les premières fois que j'ai rencontré des anglophones en personne, je disais comme This is great. Et ce que je veux dire, c'est This is great. Mais voilà, pour moi, le EA, c'était I comme dans Eagle, parce que ben, à l'école, on n'avait pas appris à prononcer l'anglais, c'est bête, mais on le lisait, on ne savait pas comment le prononcer. Mhm. Et donc, ma question, c'était, au final, tu avais eu une envie, tu as eu la curiosité, mais ça s'est transformé en nécessité de par aussi le fait que c'est devenu un outil de travail, en fait, pour toi. Oui, c'est un mélange de plaisir et d'utilité, en fait. L'anglais est clairement la langue la plus utile de nos jours, et ça m'a permis d'apprendre plein de choses en informatique. Ça m'a appris à faire mes premiers sites web, par exemple. Ça m'a appris plein de choses, on en reparlera en développement personnel. Ça m'a appris à programmer, ça m'a appris le marketing. J'ai appris à jouer de la guitare en anglais aussi. J'aurais pu le faire en français aussi, mais je l'ai plutôt appris en anglais. Ça m'a appris 15 000 choses. Et pour le travail, ben, ça m'a donné des opportunités. Je suis allé à la fac un petit peu, mais c'est pas grâce à la fac que j'ai trouvé du boulot par la suite. C'est à peu près tout ce que j'ai reçu dans la vie, je le dois à l'anglais et à Internet, en fait. Génial. Et c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que tu as appris la guitare, par exemple, avec l'anglais. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une décision très consciente et très intentionnelle d'utiliser des ressources en anglais, au final, pour améliorer ton anglais. Même après, d'autres compétences aussi ou d'autres loisirs. Enfin, tu parles de la guitare, mais l'idée, c'était, si je vais faire quelque chose, je vais le faire en anglais, de façon très intentionnelle, en fait. Oui, c'est devenu très intentionnel. Au début, c'était une nécessité parce qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas disponibles. Et ensuite, je maintenais l'intention parce que je savais que j'allais avoir accès à des ressources avant tout le monde. Et c'est pas que pour le travail. Par exemple, je regardais, j'étais un grand fan de la série télé Lost. Et je pouvais soit la regarder en anglais dès qu'elle sortait et pas forcément comprendre 100% de la série, mais je comprenais assez pour suivre, ou je pouvais attendre des mois pour avoir des sous-titres ou un doublage français. Et c'est bête, mais ça joue sur la motivation, évidemment. Mm. Et en s'obligeant à faire les choses en anglais, alors au début, il faut trouver de la motivation parce que c'est dur, ça demande des efforts, mais ensuite, l'activité elle-même nourrit la motivation. Mhm. C'est en ça que les débuts sont durs. J'imagine qu'il y a beaucoup de débutants qui vont nous écouter. Si en tant que débutant, vous trouvez que c'est très dur, sachez que ça va devenir de plus en plus facile et de plus en plus plaisant. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Parce que Mm. au final, c'est un plaisir. C'est un plaisir si on s'y prend bien. Mm. C'est-à-dire que quand tu dis que c'est dur au début, il y a aussi le socle à bâtir, en fait, les fondations à acquérir. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise, ben, peut-être aussi comme la guitare, les quelques accords de base, on peut faire évoluer les choses et se les approprier, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et la tendance, c'est que les gens voudraient être
tout savoir tout de suite, mais c'est là qu'il faut savoir se concentrer et identifier vraiment de quoi on a besoin. Mhm. C'est en ça aussi qu'apprendre plusieurs langues est plus facile, devient de plus en plus facile, parce on a une sorte de carte du trajet à suivre, alors que quand on apprend notre première langue étrangère, on a tendance à être perdu et on ratisse souvent trop large. Euh, je sais pas si c'est le bon exemple pour donner. C'est bon moment pour donner l'exemple. Ok, Oui, vas-y, 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 je t'en prie. Je vais prendre l'exemple du hongrois. Et quand je Mhm. me suis mis au hongrois, je parlais déjà bien anglais. Je me débrouillais en espagnol. Et je me suis mis à apprendre le hongrois par défi parce que tout le monde disait que c'était la langue la plus dure. Alors, soit la langue la plus dure au monde, soit en Europe, peu importe. En tout cas, c'était un défi. Et au final, ce qui m'a permis d'avancer en hongrois, c'est que je me concentrais que sur quelques phrases, que sur quelques mots, que sur quelques situations. Mais après 2 mois de hongrois, je parlais couramment. Alors, ça dépend comment on définit couramment. Je parlais couramment sur des sujets très limités. Ce qui voulait dire que je pouvais briser la glace en hongrois, je pouvais commander au restaurant en hongrois. Je le faisais au début lentement, ensuite je le faisais de plus en plus rapidement. Au début, je faisais des fautes, ensuite je faisais moins de fautes, ensuite je faisais plus de fautes. Et j'avais juste égratigné la langue hongroise. Et je connaissais peut-être quelques centaines de mots, alors qu'il faut en connaître 5000 pour avoir un niveau avancé. Mais ce que je connaissais, je pouvais m'en servir. Et une fois que j'avais cette base-là, j'avais la confiance en moi qui me permettait de continuer à apprendre. Et puis, c'est comme de faire une mayonnaise. Une mayonnaise, si on met trop d'huile tout de suite, ça prend pas. Alors que si on a une bonne petite base avec la bonne texture, bah là, on peut se mettre à ajouter de l'huile de plus en plus. Mais mettre de la bouteille d'huile dès le début, ça va pas fonctionner. Les langues, c'est exactement pareil. Exactement pareil. J'aime beaucoup ta métaphore. Je veux revenir sur deux choses que tu viens de dire que je trouve importantes. La première, c'était que tu disais que tu faisais beaucoup de fautes. Ça ne t'a pas empêché pour autant de vouloir t'exprimer. Tu faisais des fautes, mais who cares? Tu y allais quand même. Et la deuxième chose que j'ai relevée, c'est que tu optimisais le peu que tu avais en fait. C'est-à-dire que comme tu disais, tu cherchais pas à ratisser trop large, mais plutôt labourer profond, c'est-à-dire le peu que je fais, je m'en sers au maximum. Est-ce que tu penses que c'est l'approche justement qui est idéale pour se sentir en confiance ou en tout cas pour progresser dans l'apprentissage d'une langue? Je pense que c'est la seule approche qui est efficace et c'est la seule approche qui permet d'avoir de la confiance en soi. Parce qu'en ratissant trop large, on va penser qu'on est mauvais, mais c'est juste qu'on s'y est mal pris ou que on balbutie juste trop de mots. Alors qu'il vaut mieux en maîtriser qui sont utiles. Je vais prendre un exemple plus concret. Au début, ben, je savais. Alors, j'ai commencé à apprendre le hongrois en vivant à Paris. Et ensuite, je me suis dit que j'allais aller là-bas en vacances. J'arrivais à dire quelque chose, mais très mal. J'avais un mauvais accent. Les gens savaient que j'étais en train de parler, mais ils me fronçaient des sourcils. Au final, je me suis dit, je vais vivre 2 mois en Hongrie et je vais parler que hongrois. Donc, à ce moment-là, et j'avais une règle importante, c'est que j'avais pas le droit de parler français ou anglais, sauf le dimanche soir pour garder le contact avec les amis et la famille. Et avec des conditions comme ça, les besoins étaient clairs. Je voulais être capable de commander, je voulais être capable de rencontrer des gens. Et du coup, tout ce que je faisais, c'était par rapport à ces objectifs-là. Euh, alors, j'avais des cours aussi, mais en cours, on faisait des sortes de jeux de rôle où je m'entraînais. Ma prof, on disait que c'était la serveuse et je devais lui raconter quelque chose. Et comme ça, vraiment prendre des petits bouts sur lesquels on s'entraîne. Alors, la méthode typique en cours, dans les salles de classe surtout, c'est de se concentrer sur des points de grammaire et de les répéter, de les répéter. Ça a vraiment de la valeur. Le problème, c'est que connaître plein de points de grammaire, ça va pas forcément nous apprendre à faire des choses plus pratiques comme demander où va ce bus-là ou commander au restaurant et ainsi de suite. J'insiste beaucoup sur commander au restaurant parce que une fois qu'on sait le faire, ça donne une base de confiance et c'est quelque chose qui servira fréquemment, Mm, fréquemment. Si on voyage, évidemment. mm, mm, Si mm. vous êtes encore à Paris et que vous n'avez pas l'occasion de voyager, vous voudrez peut-être vous entraîner sur d'autres choses en anglais. Peut-être vous voudrez vous entraîner à comprendre à l'oral pour écouter des podcasts. Mais il faut identifier ces activités-là qui vont nous servir. C'est quelque chose d'extrêmement pratique, les langues. Et c'est un travail de comédien, en fait.
Une autre analogie ou un autre exemple, ce serait d'apprendre les paroles d'une chanson. Euh, Apprendre les paroles d'une chanson et savoir les prononcer correctement, c'est une source de plaisir. Ça vous fait pratiquer la grammaire et le vocabulaire parce que vous devez savoir ce que ça veut dire. Et ça vous fait travailler la prononciation, évidemment. Et c'est quelque chose que vous pourrez répéter des centaines de fois sur une chanson que vous aimez. Et je suis convaincu qu'on peut apprendre les langues les plus populaires au monde juste en écoutant de la musique, honnêtement. Pour l'anglais, pour l'espagnol, c'est sûr que ça va marcher. Définitivement. Et est-ce que tu conseillerais ça, parce que après, par exemple, pour quelqu'un qui apprend l'anglais spécifiquement pour le travail, est-ce que tu penses que ça fait quand même une porte d'entrée pour prendre plaisir à apprendre l'anglais pour le travail? Parce que parfois, on apprend l'anglais pour le travail, mais parce que c'est pour le travail, pas vraiment pour soi. Donc, la motivation, elle est plutôt extrinsèque. Est-ce que, par exemple, passer par cette porte d'entrée qui est écouter de la musique en anglais, ça peut permettre de prendre du plaisir et faciliter l'apprentissage? Oui, oui, je suis sûr que ça marche et que c'est même préférable. À moins d'avoir. Ok, prenons le cas du maniaque du travail qui a un objectif très précis, qui sait qu'il veut faire telle ou telle chose dans son travail à telle date et qui va préparer tout ce qu'il faut mettre tout en œuvre pour être prêt au moment T. Dans ce cas-là, ok, on n'a pas besoin de la musique, mais la plupart des gens n'ont pas un but très clair, aussi parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va faire dans le travail. Et on saura, c'est l'œuf ou la poule. On veut apprendre l'anglais pour le travail, mais pour l'instant, on n'a peut-être pas de proposition pour le travail. On ne sait pas ce qu'on va faire comme métier exactement. Alors que en se mettant à la musique, on va trouver du plaisir et ce sera un tremplin. En fait, il faut prendre la musique et toutes les sources de plaisir disponibles comme un tremplin pour les langues, pour l'anglais. Mhm. Les séries télé, c'est la même idée, les films, c'est la même idée, les livres audio, les podcasts, c'est la même idée, sauf que la chanson, c'est beaucoup plus accessible, à mon avis. Mhm. Je reviens un petit peu en arrière aussi sur quelque chose que tu as dit, qui était donc au moment où tu as pris tes cours, avais une prof et vous faisiez des jeux de rôle. Donc ça va me permettre de faire la transition sur ma question suivante, puisqu'on a parlé en préparant cette interview de la valeur de l'impro, puisque les jeux de rôle, Oui. il y a un côté où Mm. tu improvises, tu peux avoir un script au départ, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir aussi un petit peu improviser dans ce jeu de rôle, voir comment un peu tu rebondis. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de la valeur de l'impro? Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as pratiqué en dehors de ces jeux de rôle? Et comment cela peut aider dans l'apprentissage d'une langue? Alors, faut dire que j'ai longtemps été très timide, en fait, parce que quand on est adolescent et qu'on passe ses heures sur l'ordinateur et sur Internet, avec un appareil dentaire et de grosses lunettes et un look à la Bill Gates, c'est pas les meilleures conditions pour être sociable et se faire plein d'amis. Bref, du coup, j'étais timide du lycée à l'âge de 23 ans, j'avais ma période de jeux vidéo. Mais également, je voulais bien en sortir. Et ce qui m'a aidé à ça, c'est le développement personnel et l'improvisation. Donc, j'ai suivi des cours d'improvisation théâtrale à Paris pendant plusieurs années, dans différents groupes d'impro. Et ça m'a apporté énormément à plusieurs niveaux. Alors, ça apporte des choses à mon avis au niveau du langage, parce qu'il s'agit de réagir, de faire preuve, d'avoir de la répartie, de savoir rebondir sur toutes les situations. Mais c'est pas limité au langage. Souvent, on a tendance à avoir peur en improvisation. Il va falloir que je dise quelque chose. C'est un peu comme de prendre la parole en public de manière générale. Les gens se figent. Mais en vérité, l'improvisation fait travailler également énormément sur les émotions et sur l'écoute. Et ça veut dire que quand on fait de l'improvisation ou quand on prend la parole en public ou par rapport à toute situation nouvelle et inconnue et imprévisible, ça veut pas dire qu'on n'a pas peur. Ça veut juste dire qu'on apprend à gérer sa peur et qu'on apprend déjà à la reconnaître et qu'on accepte ça comme étant normal, en fait. Ça fait travailler l'intelligence émotionnelle. Un super bouquin de développement personnel, d'ailleurs, hein, ou de psychologie, c'est L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, qui, en gros, a pour message que il faut faire attention à nos émotions, les reconnaître, au lieu de les ignorer. Si on les met de côté, ça va pas marcher. On peut pas se bloquer, ça va pas nous aider. Il faut reconnaître les émotions qu'on ressent et accepter que toutes les émotions sont valides. Si on a peur dans un moment donné, même sur quelque chose qui peut nous sembler, d'un point de vue logique, bête, on s'en fiche que ce soit logique ou pas d'avoir peur. La peur, elle est là, il faut l'accepter. Et de la même manière, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi reconnaître les émotions des autres. Et en improvisation, il y a énormément de travail par rapport à l'écoute. On s'écoute soi-même, on écoute les émotions,
mais on voit aussi si les gens face à nous sont à l'aise ou ce qu'ils ressentent, et on essaie comme ça de rebondir sur la situation. C'est dur à décrire parce c'est quelque chose qu'il faut vivre, mais la valeur de l'improvisation, c'est de s'entraîner, de se mettre dans des situations et de s'entraîner à plein de situations différentes. Et ensuite, cet entraînement va nous apporter des bénéfices dans la vie de tous les jours. Les périodes où j'ai fait de l'improvisation, c'est des périodes où j'avais beaucoup plus de répartie au quotidien. Euh, Comme exemple, je sais pas, quelqu'un vous sort des salades et essaie de vous arnaquer ou vous embête d'une manière ou d'une autre, vous aurez de la répartie. Vous êtes célibataire ou vous voulez parler à une charmante inconnue qui vous plaît, avoir de la répartie aide également. Vous êtes au travail, vous avez un client difficile, ça va vous aider à mieux gérer votre chef aussi et plein de choses comme ça. C'est vraiment un super exercice, hein. Mm. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, Je suis si, très si, si. organisé sur certains aspects, mais je pars dans tous les sens sur Non, le il n'y a aucun sujet long. souci. Il y a Non, non, trop, il y a trop, il y a trop de choses à dire. aucun souci. C'est un plaisir de t'écouter et je te pose la question parce que nous en avions parlé. Enfin, c'était un sujet que tu as proposé, que tu as mis, un thème que tu as proposé pour échanger durant ce podcast. Et je l'ai gardé parce que effectivement, alors moi, pour le coup, moi je fais du théâtre, mais moi je fais du théâtre parce que c'est aussi par rapport à la diction, par rapport à savoir communiquer en public, parce que ça fait long, même si je suis formatrice, euh, par exemple par rapport à tout ce qui est contenu média ou ces choses comme ça, c'est vrai que je suis pas forcément à l'aise. Donc le côté un petit peu théâtralisé de se mettre devant une caméra pour enregistrer un cours quand je n'ai personne en réalité en Hmm. face de moi ou un YouTube ou Non. autre, je pense que le théâtre m'aidera dans ce sens-là et j'en avais déjà fait il y a longtemps, donc j'avais besoin de me reconnecter avec ça. Et aussi d'un autre côté, j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à l'impro et je pense que peut-être qu'à la fin de mon année de théâtre, je rebondirai peut-être sur de l'impro l'année prochaine parce que tout ce que tu dis sur la répartie, la gestion des émotions, je sais que ça fait partie des choses que j'ai quand même aussi besoin de travailler. Je vais être honnête et humble là-dessus. Parfois, il y a des pics émotionnels ou pas, du stress et du coup, c'est vrai que ça, je pense que ce que tu dis, peut être utile pour ce côté savoir quoi répondre quand on est un petit peu interloqué et qu'on reste un peu ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu es en train de dire. Euh, enfin, dans le côté les émotions et il y a le côté aussi tout ce qui est neurosciences, que quand tu te sens attaqué, tu sais, c'est fight, freeze, flight. Enfin, il y a des étapes différentes où en gros, tu es un peu comme un animal. Ça, on Mhm. revient à ce côté un peu animal primaire qui est soit on fait le mort, soit on fuit, soit on combat. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, pour revenir aux langues, si on est face à quelqu'un qui va nous parler en anglais et qu'on a l'impression de se sentir agressé parce que la personne parle trop vite, on ne sait pas trop comment réagir et finalement on reste quoi, ça peut donner des outils effectivement pour désamorcer, reconnaître cette émotion de ah ben en fait je suis pétrifiée entre guillemets par la personne et quel outil j'ai pour sortir de cette situation. J'ai l'impression que l'impro peut apporter cela. Est-ce que tu confirmes? Je suis d'accord, ça m'a donné plein d'idées. Je pense qu'une des valeurs de l'improvisation aussi, c'est que ça nous fait voir toutes les options qu'on a à disposition, en fait. Alors que quand on est sans impro, quand on est en mode plus automatique, on va avoir un comportement par défaut. Et ben, si on est mal à l'aise, oui, ça peut être juste de se taire. Ou s'il y a quelque chose qui nous gêne vraiment, ça peut être pareil de se taire et prendre sur soi. Mais pourquoi on prendrait sur soi? Et ça ne veut pas dire qu'il faut déballer, pardon, tous ces problèmes sur la personne avec qui on interagit. Mais si quelque chose nous semble pas correct ou pas collé, reconnaître l'émotion déjà permet d'en parler. Alors que bloquer l'émotion, ça fiche tout en fait, ça nous rend nerveux, ça crée une tension qui est pas saine. Donc, prenons un exemple concret, la personne parle trop vite, on a peur de passer, d'avoir l'air bête parce qu'on n'est pas capable de suivre. Mais non, chacun a le niveau qu'il a, et c'est totalement normal de dire excuse-moi, mais je dois te rappeler que c'est pas ma langue natale, Mhm. et s'il te plaît, dis-le plus lentement. Et, euh, et évidemment, et ça, plus on le dit tôt, plus c'est facile. Alors que si on le dit après 15 minutes de conversation, on n'a pas compris, il vaut mieux tard que jamais, mais forcément, c'est plus difficile. Ou de manière similaire, quand il y a des tensions, souvent les gens
vont attendre et ils vont parler qu'une fois que le bouchon va péter, en fait. Et Mm. c'est tellement plus sain et tellement plus utile de dire dès le début ce qui nous gêne. Euh, il y avait d'autres choses sur lesquelles je voulais rebondir. Je sais plus, j'ai perdu le fil. Pas grave. Si ça te revient, tu peux revenir dessus, il n'y a aucun souci. Et si je te laisse 2 secondes, parce que tu sais que je peux éditer aussi, je te le dis. Il n'y a aucun souci. Donc, merci beaucoup parce que j'aime vraiment le input que tu mets dans cette conversation euh, parce que ça apporte vraiment de la valeur aux personnes qui s'intéressent à l'anglais, mais aussi à ce côté développement personnel, émotion, parce que ça en fait partie en fait. Savoir maîtriser ses émotions, savoir, et du coup ses réactions, et quelque part s'améliorer et évoluer le comportement qu'on aurait eu à une époque et que finalement on a réussi à changer pour le mieux, ça fait partie du développement personnel. Euh, et donc justement, c'est là où on va en venir sur la prochaine question. Dans nos échanges de préparation, tu m'as dit que tu es comment dire, tu es enfin, passionné, tu es avide de tout ce qui est contenu sur le self-help. Donc, on va traduire ça, on va dire en français avec développement personnel. Est-ce que tu serais d'accord avec ça, cette traduction? Oui, je pense que développement personnel, Au c'est la plus près traduction qu'on la peut plus claire, avoir. oui. Oui, oui, oui. Ok. Et comment est-ce que tu mets cela en relation, donc, enfin, comme tu as consommé du contenu et tu as parlé d'un auteur en particulier, enfin, d'une figure de cette, de ce sujet en particulier. Je ne la citerai pas, je te laisserai en parler, mais comment tu mets en relation donc ton développement personnel et ton épanouissement personnel avec cette consommation, ces lectures, toutes ces connaissances que tu as accumulées sur le volet self-help, et comment cela t'a permis un petit peu de prendre conscience de ce que tu as besoin de éventuellement changer, que ce soit par rapport à toi, même pas changer, mais améliorer ce que tu pourrais faire mieux, que ce soit sur le niveau pro ou le niveau perso. Pro parce que c'est le côté, on va dire, peut-être entrepreneurial ou même juste avant d'être entrepreneur, peut-être tes relations au travail. Et pro, c'est-à-dire ben, toi, ton bonheur personnel. C'est un grand et gros mot, mais voilà. Ouais, il y a plein de choses là-dedans. Je dirais le gros avantage de l'anglais, c'est que ça permet de faire d'une pierre deux coups. On parlait tout à l'heure de divertissement et d'anglais au final, musique, séries télé, mais le développement personnel, c'est la même chose. Donc j'ai consommé une tonne d'ouvrages de développement personnel en anglais. Alors il y a beaucoup de classiques, hein, de How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie, c'est sans doute le plus grand des classiques. Le titre semble un peu kitsch, un petit peu rigolo en français, comment se faire des amis. Et en même temps, c'est un livre au final qui est le titre est vendeur et c'est un livre qui parle de comment mieux gérer ses relations en fait. On a tous intérêt à mieux gérer nos relations. Euh, Il y a Brian Tracy qui a écrit tellement de livres sur le développement personnel et sur l'efficacité. Au final, peu importe presque les auteurs, il y a 15 000 livres à lire. Il y en a certains qui sont plutôt ésotériques, il y en a qui sont très pratiques. Souvent, le développement personnel, c'est un mélange selon les auteurs, un mélange de spiritualité et de psychologie et de livres par rapport à l'efficacité. The Seven Habits of Highly Effective People de Stephen Covey. Les habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ou quelque chose comme ça en français. Mhm. Là aussi, le titre fait sans doute sourire, sans doute d'autant plus en français où en France, on a cette idée, on aime être un intellectuel en fait en France, là où la culture américaine est plus terre à terre. Mais au-delà des titres, le développement personnel, ça permet de travailler sur soi. C'est là que c'est dur à traduire aussi, parce qu'en anglais, on peut dire personal development, on peut dire Mhm. self-help. Mhm. Et pour moi, l'idée de self-help, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est le développement personnel s'inscrit vraiment dans une dynamique où on prend responsabilité pour nos actions. On considère que oui, il y a des choses que je peux faire pour mieux me sentir. Oui, il y a des choses que je peux faire pour être plus efficace dans ma vie. Oui, il y a des choses que je peux faire pour atteindre les buts que j'ai. Il y a un biais vers l'action en fait. Et ce qui rend les gens malheureux, c'est d'être passif. Le développement personnel,
il n'a pas forcément toutes les réponses. Il y a des auteurs plus sérieux que d'autres. Il y a des choses qui parlent plus ou moins aux gens selon leurs affinités. Mais on s'inscrit toujours dans l'idée qu'en agissant, on peut avoir du résultat. Et ce qui est quelque part évident, les choses vont pas nous tomber tout cru dans le bec. Mais selon l'enfance qu'on a eue, selon les circonstances qu'on a eues, on a ou pas développé certains outils. Et tout ça pour dire que on peut s'améliorer à plein de niveaux. Et le développement personnel aide à ça. Moi, ça m'a aidé par rapport à la timidité, les rapports aux autres, l'efficacité. J'ai bossé sur plein de produits au fil des ans, mais pendant des années, j'étais incapable de boucler un projet. Et c'est une souffrance. C'est une souffrance et je la vois beaucoup autour de moi. Les gens ont des rêves, des projets, des ambitions, peu importe comment on veut appeler ça. Ici à tel. Et ensuite, ben, soit la motivation s'évapore, soit ils savent pas comment s'y prendre, ils savent pas travailler, ou peut-être qu'ils ont beaucoup bossé, ils ont fait un gros boulot, mais ils n'arrivent pas à boucler. Ce qui est peut-être le plus triste même, parce que avoir investi des heures et des heures dans quelque chose et au final rien avoir à montrer, ben, la personne qui a rien fait, au moins, elle a fait autre chose. Elle s'est détendue. Mais bref, bref, tout ça pour dire qu'il faut essayer et les gens qui essayent ont toujours beaucoup plus de résultats et de chance, entre guillemets, que les gens qui abandonnent. Pour en revenir à l'anglais, euh, l'anglais pour moi, c'est la langue du développement personnel aussi. Et souvent, c'est un tremplin. On fait ça pour soi, pour se sentir mieux. Mais une fois qu'on apprend à prendre sa responsabilité pour nos actions et pour nos résultats à un niveau personnel, ben, souvent ça se transfère au domaine professionnel, que ce soit créer sa propre entreprise ou être plus entreprenant dans le cadre d'un travail salarié ou autre. Hmm. Oui, et effectivement, enfin, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir, ou en tout cas que j'ai relevé. C'est effectivement le côté donc self-help, c'est effectivement dans ce côté, c'est marrant comme que tu l'aies formulé comme ça, mais aide-toi et le ciel t'aidera, sans être forcément religieux, hein, Et mais je suis juste pas l'idée religieux, que mais oui, c'est la oui, vie. On peut remplir cette. effectivement, l'idée, c'est de ne pas attendre que les choses te soient servies sur un plateau d'argent, et que ça va pas arriver, se passer tout seul. Il faut que tu sois initiateur ou initiatrice du mouvement. Et autre chose aussi auquel ça m'a fait penser, et c'est marrant parce que je n'arrive pas à trouver l'expression en français. Je ne suis même pas sûre que ça existe, mais ça arrive, hein, et souvent, justement. C'est personal leadership. Personal leadership, c'est-à-dire être leader de soi-même déjà et être acteur de comment dire, de sa vie et des changements qu'on va apporter dans sa vie, même si le changement peut être lent, douloureux, et qu'il va peut-être falloir des remises en question multiples, mais agir sur soi-même et être acteur de sa vie, comme il y a ensuite après le leadership vis-à-vis des autres, qui est de donner l'exemple et d'essayer d'élever les autres vers leur plus haut potentiel aussi, enfin au sens très large du leadership, il y a d'autres choses autour, mais ça en fait partie. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, comme pour, tu parlais des séries télé, que cette idée de développement personnel, je fais mon accent, frankly personnel, ce, ce self-help, ce sont des concepts qui viennent effectivement des États-Unis, et comme les séries, en fait, souvent, par exemple, moi, je traîne, entre guillemets, beaucoup sur LinkedIn, entre autres, LinkedIn, et souvent, il y a des auteurs ou des références à des pays, ou des auteurs anglophones, et souvent américains, ou en tout cas anglo-saxons. Et en fait, ceux qui ont ce petit edge, ce petit truc d'avance, c'est je sais quelque chose que les autres ne savent pas, et je cite des auteurs en anglais parce que moi j'ai pu le lire en anglais en fait. Et du coup, les autres sont un petit peu suiveurs derrière de ah tiens, je découvre quelque chose, alors qu'effectivement, si tu maîtrisais, ou en tout cas tu étais déjà plutôt bien à l'aise avec la langue, tu aurais la primeur de l'information. Donc là c'est vraiment le côté knowledge is power, dans le sens où si tu au minimum maîtrises bien la langue pour au moins déjà le lire, et ensuite sur d'autres contenus, par exemple sur des vidéos sur YouTube, ou des podcasts, être capable de suivre des interviews en anglais,
de ces personnes-là, tu reçois déjà beaucoup d'informations que tu peux déjà activer pour toi, éventuellement partager ensuite après, mais qui te donnent une petite longueur d'avance quand même sur les autres, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. J'aime beaucoup ton expression, avoir la primeur de l'information. Mhm. C'est ça, c'est ça. Il y a- ça me fait penser à plein de choses parce que, comment dire, je pense qu'il y a une question culturelle dans tout ça aussi. Mhm. En France, on aime beaucoup tout ce qui est intellectuel. On a une culture de malade qui brille de par le monde. Et en même temps, on a tendance à être très critique. Mhm. La critique est facile, l'art est difficile. Et avoir, alors, moi, je suis 100% pour l'esprit critique. Le politiquement correct, c'est pour moi son opposé. Euh, mais en étant trop critique, il y a une différence entre avoir un esprit critique et être rationnel et être trop critique. C'est pas la même chose. Mhm. Et à côté de ça, les États-Unis apportent culturellement énormément de choses aussi. On se moque souvent des États-Unis en disant qu'ils n'ont pas de culture, mais les États-Unis ont la culture la plus populaire au monde par rapport à la télévision, au cinéma, par rapport à la musique. Ils brillent dans le monde comme c'est pas possible. Et la France est son rival, en fait. Que ce soit par la cuisine, la France est le pays le plus visité au monde, nos grands auteurs, nos grands scientifiques. Et c'est deux pays différents, c'est deux cultures différentes, mais qui n'ont pas forcément besoin de s'opposer. J'en parle parce que souvent, souvent les Français ont une résistance à apprendre l'anglais par rapport à ça. Alors que si on va en Bulgarie ou en Europe centrale ou dans les Balkans, les gens parlent anglais parce qu'ils sont obligés. Les Bulgares, à mon avis, parlent très bien anglais, c'est une question de génération aussi. Mais les Bulgares jeunes parlent mieux anglais que les Français du même âge parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils vont pas se débrouiller à l'étranger juste avec le bulgare. Ils vont pas se créer des opportunités juste avec le bulgare. Et en France, on a intérêt à adopter l'anglais pour deux choses, pour avoir la primeur des informations, pour être en avance dans plein de domaines différents. Un chercheur de nos jours qui ne connaîtrait pas l'anglais serait totalement à la ramasse. Si on veut publier dans le monde scientifique, il faut au minimum savoir lire et écrire l'anglais. Si on veut présenter à des conférences, il faut savoir parler anglais. Et l'anglais permet aussi d'exporter toute cette, tout ce génie français, tout ce qu'on sait faire en France, ça permet de l'exporter. Bref, je suis lancé, j'ai créé peut-être le problème moi-même. Enfin, je n'ai pas créé le problème, mais je décris un problème que j'observe. Et tout ça pour dire qu'on a plus à gagner à prendre le meilleur de chaque domaine plutôt qu'à rester chauvin. Et je pense que c'est une question à se poser parce que si on a des réticences à apprendre l'anglais, c'est intéressant de se demander pourquoi, tout simplement. Est-ce que tu as un début de réponse à cette question? La réponse, ce serait d'être ouvert d'esprit. Être ouvert d'esprit, ça n'empêche pas de faire preuve d'esprit critique. Mais quand on est trop fermé d'esprit, ça empêche de découvrir d'autres choses super. Il n'y a pas un pays meilleur que l'autre. Il y a des aspects meilleurs que l'autre. Niveau sécurité, il y a des pays meilleurs que d'autres. Niveau série télé, il y a des pays meilleurs que d'autres. Niveau littérature, il y a des pays meilleurs que d'autres. Et ensuite, c'est granulaire, hein, parce qu'il y a aussi des auteurs de pays moins connus qui seront meilleurs qu'un auteur moyen ailleurs. Mais bref, moi, je suis partisan de prendre ce qu'il y a de mieux partout et de s'en servir. Mm. Et pour en revenir au développement personnel, oui, ce qui est publié en anglais, surtout aux États-Unis, est en avance sur beaucoup de choses qui se font en France. Ensuite, être juste suiveur, c'est pas super fun, mais si on est, mais il vaut mieux être suiveur et s'enrichir personnellement et matériellement en partageant des choses connues aux États-Unis et pas connues en France, plutôt que de stagner en fait. Je te rejoins complètement euh, sur beaucoup de choses que tu dis. Après, je sais pas, là c'est vraiment, c'est pas de l'émotionnel pour le coup, mais on a quand même tous les deux peut-être aussi des points de vue légèrement biaisés parce que nous, enfin, d'avoir appris des langues différentes. Je parle aussi espagnol, hein. Alors pour le coup, le malgache, mais paradoxalement moins bien que les autres langues. Donc, je t'en parlerai en off à une autre occasion. Ok, ok, ok. Mais par contre, nous sommes aussi des personnes qui avons voyagé. Et ça fait aussi partie, je pense, de cette
capacité à avoir des perspectives différentes. Non pas par rapport aux auditrices et auditeurs qui écoutent et qui auraient peut-être eu moins l'occasion de voyager, mais qu'il y a un jugement, absolument pas. Mais c'est vrai que quand on a eu l'occasion de voir, de juste être spectateur en fait, de dire ah tiens ça fonctionne comme ça ici, ah tiens ça fonctionne comme ça ici, là, et de le prendre sans jugement aucun comme tu dis, ben du coup ça permet de juxtaposer un peu et de dire et de comparer sans forcément être critique, mais de juste dire ah je constate que ici c'est comme ça et ailleurs c'est comme ça. Quand je vivais à Madagascar, c'était pareil. De Madagascar, je voyais comment ça fonctionne aux États-Unis, comment ça fonctionnait en France. En France, je pouvais voir le comparatif États-Unis et Madagascar. Enfin, ces expériences-là, effectivement, elles façonnent un peu et je pense que peut-être, j'ose dire, peut-être, on a ce biais, je ne sais pas si c'est un biais cognitif, mais il y a peut-être une légère déformation, mais qui n'est pas inaccessible à partir du moment où, même si on voyage pour, par exemple, des vacances, et qu'on accepte, pour rejoindre ce que tu dis, de ne pas venir, pardon, les Français, les francophones qui vont m'écouter, de ne pas venir avec ces gros sabots, mais comme peuvent le faire des anglophones, hein, de ces gros sabots, et comme les anglophones peuvent dire, penser, mais l'anglais, c'est la langue internationale, pourquoi vous ne parlez pas anglais? Et les Français disent, oui, mais les Français, c'est quand même un pays qui accueille beaucoup de touristes français, pourquoi ils ne parlent pas français? Il y a des attitudes comme ça aussi à l'étranger. Et c'est vrai que enfin moi en tout cas, de mon point de vue extérieur, ça me choque en me disant, oui, mais pourquoi plus le français que l'anglais? Pourquoi les personnes n'apprennent pas l'anglais puisque c'est, comme on dit, ben, quand même une langue internationale que si tu vas en Hongrie ou en Malaisie, bon, les gens parleront plus facilement anglais que français, même s'ils accueillent des touristes français, voilà, c'est la langue qui permet de parler avec le plus grand nombre. Et autre chose aussi, je pense, tu vois, quand tu parlais de il n'y a pas une culture meilleure que l'autre ou un pays meilleur que l'autre, je pense que c'est quand même un clash des égos, en fait, finalement. C'est, il y a un complexe, et moi je l'ai analysé de la façon suivante, c'est que pendant très longtemps, le français était alors lingua franca peut-être, mais Mhm. tu vois, avec la francophonie, le rayonnement de la francophonie, et d'ailleurs qui existe encore, hein, la France essaie encore de faire rayonner grâce aux alliances françaises, aux centres culturels, etc. Et du coup, je pense que ça, comme tu dis, tu as utilisé l'expression, mais sur une autre question, ça égratigne un petit peu l'ego de se dire, bah, en fait, l'anglais a quand même pris le dessus. Et du coup, peut-être de se dire, ben, où est la place du français par rapport à ça? Et comme tu le dis, ce n'est pas obligé d'être en opposition, mais c'est de prendre le meilleur de tous les mondes pour en faire quelque chose d'intéressant et faire du bien pour soi et pour les autres aussi. C'est-à-dire pour soi, pour tout le côté développement personnel et le volet pro ou perso, de maîtriser plusieurs langues, d'avoir une vue sur différentes cultures. Et aussi vers l'extérieur, c'est que comment tu arrives à rentrer en communication avec l'autre. Ça, c'est le français, tant mieux. Mais si t'as pas, l'autre ne maîtrise pas le français et que c'est l'anglais, ben, c'est un outil supplémentaire pour entrer en contact avec l'autre et faire ce que tu as à faire, que ça soit, encore une fois, pour le travail ou la vie perso, en fait. Se faire des amis ou autre. Donc, c'est mieux vaut plus et bien que se limiter, en fait, et avoir une forme de résistance primaire un petit peu peut-être irrationnel en fait au final. Ça me fait penser à Paul Graham, un mec qui est très actif dans le monde des startups et qui a écrit beaucoup d'essais et qui fait la remarque que alors on est attaché à la culture dans laquelle on est né, c'est logique, mais au final, si on était né dans une autre culture, on aurait le même attachement. Mm. Alors c'est peut-être évident comme remarque, mais ça permet de recadrer le fait qu'on est attaché simplement parce qu'on est né dedans. Et ça n'empêche pas d'apprécier des choses très spécifiques. La cuisine française, voilà, c'est fantastique. Par exemple, c'est un peu cliché, mais c'est comme ça. Mais bref, c'est histoire de recadrer simplement, oui, si on est fermé d'esprit, comment en sortir? Je pense que la curiosité, c'est un très bon moyen d'en sortir. Euh, Personnellement, j'ai pris l'avion pour la première fois quand j'avais seulement 23 ans. Quand j'ai vécu pour la première fois à l'étranger, j'en avais 30.
Mais j'avais sans doute cette curiosité, mais j'avais pas eu l'occasion d'assouvir cette curiosité. Et, euh, et de pas voyager, à l'inverse, ça peut nourrir la frustration. Si quelqu'un qui n'a pas du tout envie de voyager, d'accord, mais les gens, des fois, sont plus frustrés de ne pas pouvoir le faire. Mais on a quand même de la chance. Ça n'a jamais été aussi facile de voyager que de nos jours. Ça n'a jamais été aussi bon marché. Il y a 15 000 cultures, 15 000 langues, 15 000 choses à découvrir. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, hein, on tourne un peu autour des langues, on n'est pas dans l'apprentissage, peut-être qu'on y reviendra ensuite, mais je pense qu'il y a des choses Oui, intéressantes à dire. Euh, j'ai perdu le fil, évidemment. c'est pas grave. J'espère que la première partie de cet entretien t'a plu et que tu as hâte de retrouver la suite. Pour tout savoir sur Fabien Snovart, et en particulier les outils qu'il a développés pour améliorer ton apprentissage de l'anglais, je t'invite à parcourir la description de l'épisode. Tu y retrouveras toutes les informations utiles. Et pour la suite de l'entretien, rendez-vous au prochain épisode qui aura lieu exceptionnellement la semaine prochaine. J'allais vous le mettre pour la première semaine de janvier, mais je me suis dit non, c'est pas possible. Il y a trop de pépites, il y a trop de valeurs à partager. Il faut que les auditrices et les auditeurs aient la full story, l'histoire complète pour la fin de l'année, pour peut-être te motiver à te mettre et te remettre sérieusement à l'anglais pour atteindre tes objectifs. Donc, dès la semaine prochaine, tu auras la suite de l'entretien avec Fabien. Si tu fêtes Noël, je te souhaite de passer ce moment de la façon la plus agréable qu'il soit. Et en attendant de se retrouver, n'oublie pas, tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais.